Ce premier serment, moi, je l'ai prêté le jour des attentats de Charlie Hebdo. Vraiment, au moment où les attentats avaient lieu. Et quand il a dit le mot attentat, j'ai vu les regards se tourner vers moi. Ça a été le début du cauchemar. J'ai pas compris. Salut, moi c'est Ateka Vasram. Je suis aujourd'hui à Get Up pour parler de mon métier d'avocate tout en portant le voile en France. Je suis née en France, mais j'ai grandi à Madagascar. J'étais dans un lycée français à l'étranger. Il faut savoir que dans ce lycée-là, on porte le voile si on a envie. Autant dire que c'est une question qui ne s'est tout simplement pas posée. Au moment où j'ai eu mon baccalauréat, on envoyait toutes sortes de dossiers. J'avais demandé une double licence droit français, droit américain entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le King's College de Londres. Et j'ai été refusée. Alors je me suis dit, bon, peut-être que mon dossier n'était pas suffisamment bon. Sauf qu'au même moment, j'ai été rejetée pour une L1 droit. Donc, il n'y a pas de sélection, tant à Paris 1 qu'à Assas. Et la seule université qui a accepté de me prendre, c'était Nanterre. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Quand mon père s'est rendu à Paris 1 pour essayer de connaître un petit peu les raisons de ce rejet, la secrétaire qui était présente ce jour-là l'a regardé un peu de haut en lui disant « Mais monsieur, vous avez vu la photo que vous avez mise dans votre dossier ?» Et non, on ne s'était pas posé la question. Donc, ça a été le premier backlash. Bon voilà, j'ai eu ma double licence, j'ai eu mon master 1, je suis partie en LLM à l'étranger. À l'étranger, c'était tout simplement génial. Mais là-bas, l'ouverture était totalement différente. Les difficultés ont recommencé au moment où j'ai passé le CRFPA. Ma prof de liberté fonda m'avait clairement dit que si je voulais obtenir le CRFPA, de toute façon, il fallait qu'au grand oral, je ne porte pas mon voile. Parce que si je décidais de le porter, ils avaient comme directive de ne pas donner le grand oral à ces jeunes femmes-là. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'il valait mieux donner l'examen à des personnes qui seraient en mesure d'exercer et pas des personnes qui décideraient de ne pas le faire. Donc en gros, ils décidaient à notre place, déjà, si on déciderait ou pas d'exercer. Donc ça a été le début des concessions. Et bien que j'étais très douée pour défendre les droits des autres, j'étais beaucoup moins douée pour défendre les miens. C'était beaucoup trop proche, trop sensible. C'était assez drôle parce que je portais une perruque. Je suis allée à mes oraux avec une perruque moche au lieu de porter mon voile. Donc c'était mon premier compromis à moi, très douloureux, mais qui m'a permis d'avoir l'examen. Je me disais, ça y est, c'est la fin des problèmes. Mais en fait, ils n'ont fait que commencer. Une fois que j'ai eu le CRFPA, on prête 2 serments. Ce premier serment, moi, je l'ai prêté le jour des attentats de Charlie Hebdo, au moment où les attentats avaient lieu. On était 2000 dans la mutualité, et là, je me souviendrai toujours de Bertrand Perrier qui prend la parole et qui nous dit « Il faut que vous preniez la mesure de votre serment. Il y a un attentat en cours, donc la cérémonie que nous allons vivre va être très particulière. » Et quand il a dit le mot « attentat », j'ai vu les regards se tourner vers moi. Ça a été le début du cauchemar. J'ai pas compris. Donc j'étais très anxieuse le lendemain à l'idée de commencer les cours. Sauf qu'au bout d'une semaine, si je ne m'abuse, ça faisait à peine une semaine, il s'avère qu'on avait un professeur qui s'appelait Grégoire Lafarge, qui commence à nous regarder avec insistance. Et là, une fois que l'amphi était plein, il commence et il dit « Mademoiselle sur la gauche ». Et là, moi je comprends pas que c'est de moi qu'il s'agit. Il y a une jeune femme dans le fond de l'amphithéâtre qui, elle, a réagi avant moi et qui a dit « Maître, je préférerais que vous ne finissiez pas votre phrase ». Et là, ça l'a mis dans une colère folle. Elle a commencé à vociférer et à dire « Non, mais voilà, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire cours dans ces conditions, c'est l'école de la République, soit elle retire son voile, soit je pars ». Il y a une autre élève qui se lève et qui lui dit « Maître, dans ce cas-là, partez ». Donc cet avocat est parti à ce moment-là, dans des circonstances un peu folles. Il est revenu une demi-heure plus tard et il nous a fait un laïus m'expliquant pendant une demi-heure pourquoi je n'étais ni assez libre, ni assez courageuse, ni assez éclairée pour exercer le métier d'avocat. Autrement, je n'aurais pas choisi d'arborer un symbole de... Comment il le désigne ? De quoi ? D'humiliation de la femme. Bref, tout simplement un symbole terroriste, parce que pendant une demi-heure, il m'a comparé sans cesse avec les terroristes de Charlie Hebdo. Et ça a été tellement dur pour moi et pour les autres qu'il y a un des élèves à côté de moi qui, à un moment, n'en pouvait plus et lui a dit « Non, mais maître, vous êtes avocat, vous devriez faire du droit. Nous sommes dans un établissement public. Elle peut porter son voile, je pourrais porter ma médaille de baptême, on pourrait porter une kippa, que ça ne poserait absolument aucun problème. » Il s'est levé, il a dit « Ok, très bien, ma religion à moi, c'est le naturisme. » Et il a commencé à se déshabiller.
C'était tellement lunaire, ça a commencé à crier dans tous les sens. On a fini par devoir le faire sortir, en fait, Manu Militari. Et j'ai fini dans les journaux. Le ressenti, il est tout simplement violent. Je crois qu'il n'y a pas de description, en fait, possible de ça. Ça va au-delà de tout type d'agression auxquelles j'avais pu faire face. Les agressions verbales, les agressions dans les regards des gens. Ça, c'était quelque chose auquel, finalement, on finit... C'est grave à dire, mais on finit par s'habituer. Et plus trop y faire attention. C'était humiliant et puis surtout, ça a eu des conséquences. J'ai à ce moment-là changé de nom sur les réseaux sociaux, j'ai disparu, je vivais dans la peur. J'avais du mal à retourner à l'école parce qu'il fallait quand même retourner à l'EFB chaque jour. Il y avait du soutien, c'est certain, et j'avais une super promo, mais je m'attendais pas à ce qui allait me tomber dessus ensuite. C'était très difficile pour moi de trouver un stage. En fait, je me disais que j'étais allée aussi loin, c'était pas pour abandonner. Et c'est pas dans mon vocabulaire. Par contre, et c'est quelque chose d'important, je savais que j'allais faire des concessions. La question de la compatibilité du voile avec le métier d'avocat s'est réellement posée. Je pense qu'il y avait des jeunes femmes voilées avant. Elles sont forcément là. Mais je pense qu'elles n'étaient pas visibles. Et les attentats m'ont rendue visible malgré moi. Le règlement intérieur du barreau de Paris a très très vite été changé pour que on puisse y voir que tout signe distinctif d'une appartenance, qu'elle soit religieuse, politique ou communautaire, est rendu finalement incompatible avec le port de la robe. Donc c'était très ciblé, hein, on savait très bien à qui ça faisait référence. Et si je ne m'abuse, en 2023, il y a eu une évolution claire et le CNB a inséré ça dans le règlement national. Donc en gros, on ne peut pas porter le voile avec la robe lorsqu'on plaide, tout simplement lorsqu'on est dans cette action de défense de son client. D'accord ? Donc quand on prête serment aussi, parce que là, on prête un serment devant la justice, on ne va pas pouvoir le porter parce qu'on porte sa robe, et quand on plaide au quotidien. Donc c'est les deux occurrences dans lesquelles on ne peut pas porter le voile. Je suis interrogée très souvent par des jeunes femmes qui sont en droit. Et d'ailleurs, c'est pour cette unique raison qu'aujourd'hui, je me suis rendue visible. Tout ça parce que une jeune femme est venue me voir et m'a dit « on a besoin de représentation ». Et ces jeunes femmes ont des questions très pratico-pratiques. On peut décider de l'enlever au moment où on plaide. C'est le choix que je fais aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir que je suis en droit des étrangers. En droit des étrangers, l'activité plaidante est réduite si on ne fait pas de l'urgence extrême. Le reste du temps, c'est une procédure avant tout écrite. Donc ça, c'est très spécifique à ma matière. Mais si demain, vous voulez exercer en droit pénal, vous voulez exercer en droit de la famille, la plaidoirie va faire partie intégrante de votre métier. Donc il faut que vous en soyez consciente. Aujourd'hui, c'est frustrant pour moi de ne pas plaider. Mais c'est un choix que je fais. Donc je plaide de manière résiduelle. Il est tout à fait possible de se faire substituer. Donc c'est une manière d'exercer. C'est certainement pas la meilleure. Maintenant, c'est la seule qui existe à l'instant T. Et je dis bien à l'instant T. Parce que le droit peut évoluer et vous êtes là pour le faire évoluer. Et je les vois déjà, ces futures consoeurs qui sont combatives. Je le vois dans les posts sur LinkedIn, je le vois dans leur prise de position. Et je les admire d'ailleurs. Les jeunes femmes voilées sont instruites et elles sont partout. Elles vont forcément rejoindre la profession d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que plus nombreuses vous serez, plus vous serez visible, plus il sera difficile de vous ignorer et plus vous aurez de chances de mener ce combat à bien.